Bonjour, alors la capsule aujourd'hui, c'est sur les branches qu'on a dans nos repositories Git et les pull requests. On va également parler de fork et du travail que ça nous permet de faire, des différents types de repositories, donc privé, public ou fork, et la différence entre Git et GitHub. Alors rapidement, Git, c'est le système de gestion de version de votre code qui est une copie en console. Donc, je vous ai mis dans le PowerPoint les commandes console, donc je ne les lirai pas avec vous, mais vous pourriez utiliser Git directement de cette façon-là. C'est pour la version locale. GitHub, c'est un repository Git qui est disponible sur le cloud, donc sur Internet, sur lequel vous pouvez utiliser toutes les commandes de Git. Donc, c'est un serveur de Git, c'est pour mettre en commun tous vos Git locaux. Donc, c'est pour ça que vous faites la mise à jour localement sur Git et ensuite c'est envoyé sur le serveur. GitHub, c'est un serveur Git avec des commandes en plus. Donc, on a la possibilité dans GitHub de faire ce qu'on appelle des pull requests, d'avoir des issues, d'avoir des wikis, de la documentation, des snippets, des trucs comme ça. Et évidemment, on gère dans GitHub tout ce qu'il y a dans Git, donc les branches, les permissions, etc. Alors, c'est vraiment la grande différence entre les deux. C'est deux outils complètement distincts, même si un est sur l'autre. Donc, GitHub, c'est une version avec un environnement graphique, mais c'est la version serveur. Donc, le GitHub est sur le serveur. C'est vraiment pour mettre ensemble. Et sur le client, donc, vous allez utiliser des GitHub, des Git sur votre partie client. Les commandes sont un peu arides, donc on utilise idéalement, au lieu du Git client là, qui est un peu difficile en code, on va utiliser Git Kraken par exemple ou d'autres. Il y en a qui sont intégrés aussi directement dans Visual Studio ou dans Visual Studio Code. Vous avez la possibilité là, de pousser et de tirer vos commandes de gestionnaire de code source. Donc, la majorité des IDE ont une section où vous pouvez vous connecter sur votre repository GitHub et faire ce travail-là. Par contre, GitKraken a vraiment une interface graphique intéressante et des options, entre autres pour les commentaires, là, de plus intéressantes que la plupart des IDE. Alors, le GitHub fournit un serveur Git et des trucs de plus. Donc, issue, wiki, snippet, etc. Un élément utile à savoir, c'est le git ignore, donc qui permet d'identifier les fichiers qui ne seront jamais envoyés sur le GitHub, donc qui sont nécessaires local, mais que vous ne voulez pas envoyer sur le repository. Alors, les fichiers de compilation, par exemple, c'est ceux qui, par défaut, vont être mis dans le git ignore. Alors, chaque logiciel comme Visual Studio a sa propre liste d'éléments. Donc, il y a un modèle. C'est pour ça que quand vous cochez git ignore sur votre GitHub, il faut choisir quel modèle vous voulez utiliser idéalement, qui va avec votre logiciel IDE de développement. Vous avez des GIST qui sont des snippets, en fait, des bouts de code réutilisables. Ça fonctionne exactement comme les snippets dans Visual Studio Code. Et vous pouvez les mettre publics ou privés. Donc, soit il y a juste vous qui les utilisez, soit vous les rendez publics, les gens peuvent les utiliser, ou peuvent même partir de votre code et en faire une copie à eux, donc qu'on appelle un fork. Donc, le fork peut servir à faire soit des copies de bouts de code comme ça, ou carrément des copies de branches de repository complet. Alors, on a une copie privée, on peut faire des modifications, on peut proposer des modifications aux propriétaires du Git ou du repository, et on peut faire nos propres modifications si on veut. Les branches dans GitHub ou dans Git, ce sont les routes du développement. Alors, ça vous permet d'avoir une copie de votre code, soit pour une fonctionnalité en particulier que vous êtes en train de développer, la version qui est en production, la version qui est en cours de développement. Alors, on a souvent des copies, c'est surtout utilisé avant, avec le déploiement continu, moins. Mais quand on n'a pas le déploiement continu, dans le Git, on va souvent avoir une branche de la version qui a été mise en production.
ce que ça permet de faire, c'est, s'il y a quelque chose, de pouvoir repartir de cette copie-là et de pouvoir, entre autres, corriger un bug majeur sur la version en production et corriger le bug directement sur cette version-là, cette branche-là, aller mettre la version corrigée du bug sur le serveur, par exemple, donc la remettre en production, sans que ça touche ou que ça inclue ce qui est en cours de développement, qui n'est pas prêt à être déployé. Fait que c'est pas parce qu'il faut que tu corriges un bug là sur la version en production que tu es nécessairement obligé d'inclure le code non testé à plein et non complété de ton code en développement. Fait que ça facilite ce travail-là. Alors, on a des fois des branches qui vont rester, là, qui vont traîner, si on veut, parce qu'elles ne sont pas mises à jour, ou très peu, vraiment en cas de force majeure, des versions en production. En principe, on a besoin de garder seulement la dernière qui a été mise en production, mais il y en a qui les gardent là, comme l'historique des versions en production dans leur branche. La version en cours de développement, donc ça c'est l'utilité principale des branches. Alors vous avez ce qui est en cours de développement maintenant, donc on a dans l'équipe de développement, on est en train de développer 4 fonctionnalités, réparties, on peut être 2, 3 à travailler sur une fonctionnalité, des choses comme ça. Alors on a une version qui fonctionne, qui commit, qui build, donc ici, qu'on va avoir sur notre version de développement. Et les gens travaillent chacun sur leur branche. Quand ça fonctionne et que c'est bon, on fait un jumelage, un merge avec la version en développement. Et quand on est rendu là, on présente au client. Le client il est content. On peut prendre cette version en développement-là et la mettre sur le main. S'il n'est pas content, ben, on retourne travailler et on n'inclut pas cette version-là. Fait que c'est vraiment intéressant, les branches, pour ça, c'est des copies de départ. On peut s'en servir aussi pour faire des tests communément appelés en Scrum des spikes. Alors, on veut voir comment on intègre, par exemple, une librairie qu'on a trouvée ou Google Maps que vous voulez intégrer dans votre application, mais vous n'êtes pas sûr de comment. Vous voulez faire des tests, mais vous ne voulez pas que ça touche la version qui est en développement actuellement, parce que peut-être que la librairie que vous allez utiliser va être une catastrophe, puis vous allez vouloir l'enlever après. Mais aller enlever les morceaux que vous avez mis, faire du ménage, ça vous prend plus de temps que le test comme tel. Fait qu'on ne veut pas faire ça. On va faire une branche qui part de la copie en développement fonctionnel actuel. Donc, vous avez tout à jour, vous intégrez, vous testez, vous aimez ça, vous pouvez merger, donc jumeler avec la version en développement et éventuellement avec le main. Ou vous n'aimez pas ça, ben vous supprimez la branche, puis on n'appelle plus, on recommence avec une nouvelle branche qui part de votre version de développement, qui n'avait pas la librairie, et vous en essayez une autre. Donc, ça pourrait être ça. Nous, on va s'en servir, les branches, pour les versions buggées. Quand vous avez « Madame, mon code au secours », vous faites une branche, même si ça ne commit pas. Donc, votre branche buggée avec l'erreur va me servir d'indicateur. C'est cette copie-là que je vais regarder. Parce que c'est beau, des fois, corriger à l'écran, mais des fois, faut que je touche à votre code, ça me prend votre code, donc c'est plus facile avec ça. Version buggée, c'est aussi la version sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous êtes au collège, vous finissez le laboratoire fini, vous voulez vous en aller chez vous, mais vous n'avez pas fini. Fait que ça ne commit pas, ça build pas votre copie, c'est pas terminé. Mais vous voulez en envoyer une copie sur le serveur pour pouvoir continuer chez vous, ben ça vous fait une version buggée parce qu'elle ne compile pas de votre code, mais au moins vous en avez une copie, donc vous allez pouvoir continuer chez vous. En faisant ça dans une branche, ben, ça ne touche pas l'original. Fait que si vous travaillez en équipe, ben, ça n'empêche pas les autres de travailler. Parce que si vous poussez une version qui ne commit pas, qui ne build pas, pardon, ben, les autres vont peut-être aller chercher cette mise à jour-là. Et là, ils ne seront plus capables de travailler sur leur propre partie de code parce que ça ne compile pas la partie qu'ils ont intégrée qui est à vous. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les branches. Quand c'est fini et que c'est fonctionnel, là, vous pouvez le jumeler à votre branche de développement en équipe et tout le monde est content. Alors, la version buggée va servir à ça, la branche. Et quand c'est fini, on supprime la branche. On n'est pas obligé de garder ça ici. Alors, la main, c'est vraiment la copie en production. Normalement, on ne travaille pas en prod. Bon, vous pourriez être surpris de voir à quel point il y a des entreprises qui vous développent directement sur de la copie en production. J'ai déjà travaillé dans quelques entreprises que c'était comme ça. C'est un peu déprimant. Parce que si on fait une erreur, si on a un truc buggé, ben c'est la copie qui est en production. Tout le monde est arrêté de travailler, c'est magnifique.
Alors, la branche que vous développez, vous créez une branche à partir d'une autre branche, donc la branche principale par exemple. Vous avez votre copie du main, vous développez la fonctionnalité 1, et quand tout le monde est beau et gentil, donc ça build, ça fait ce que c'est supposé faire, les tests sont passés, le client a dit « Oh wow, j'aime la fonctionnalité, on peut y aller, vas-y, mets-moi ça dans mon main ». Et là, on veut l'envoyer dans le main. Étant donné que le main, c'est les versions en production, c'est très important. C'est pas n'importe qui a le droit d'aller pousser dans cette branche-là des modifications. Alors, dans les entreprises, en général, le main est protégé et seulement certains peuvent envoyer un merge. Alors, quand vous envoyez un merge, bien, mon précieux est protégé et il y a quelqu'un qui va dire, bien, je veux voir ce que tu fais, ce que tu as proposé avant de l'inclure, m'assurer que c'est vraiment correct et que tu as le droit de le merger. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser un pull request. Donc, quand vous avez une branche comme ça que vous voulez envoyer sur le main, vous envoyez une pull request et là, les personnes autorisées vont choisir si oui ou non ils acceptent le merge et vous pouvez le merger. Fait que c'est sûr que quand vous travaillez avec votre propre copie, vous envoyez un pull request, ben c'est comme si vous vous demandiez à vous-même si vous voulez l'intégrer. Fait que c'est quand même cute. Ici. Et là, une fois que ça a été approuvé, votre fonctionnalité est ajoutée au main et ça fonctionne bien. Le merge est fait. Après ça, la copie de votre branche de 20 pourrait être supprimée tout simplement ou gardée, mais ça ne sert à rien de garder ça. Donc, souvent, quand on propose le pull request, quand c'est accepté, on a le choix de supprimer la branche qui a été ajoutée ou de la garder. On peut aussi faire ce qu'on appelle un rebase, donc le main disparaîtrait et ça serait maintenant fonctionnalité 1 qui serait la branche principale. Alors, on fait la même chose pour la deuxième fonctionnalité qu'on a à développer. Tout est beau et une autre partie de l'équipe ou un autre membre de l'équipe fait une copie du main qui a la fonction 1 qui a été mergée dedans et travaille sur la fonctionnalité 3. Alors, éventuellement, si tout le monde travaille bien et que c'est magnifique, les deux vont merger dans le main leur fonctionnalité. Fait que dépendamment lequel va le faire en premier, bon, ça va être ajouté dans le main, mais peut-être qu'il y en a un des deux que ça ne fonctionnera pas et que ce qu'il fait, ben, c'est refusé par le client ou c'est de la librairie qui a été utilisée, ça ne marche pas, c'est pas bon, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on ne veut pas faire ça. On peut à ce moment-là supprimer cette copie-là et avoir seulement la fonction 3 qui a été envoyée dans le main, qui a été mergée, donc jumelée dans le main, et la fonctionnalité 2 a disparu. Le résultat de ces merges-là, après un certain temps, tout ça, on décide d'en faire une copie en production. C'est ça qu'on envoie. C'est la version 3.5 de la copie. On met ça sur le site et on part avec ça. Alors, la fonctionnalité 3, donc, qui a été intégrée, bien maintenant, on a notre version déposée en production et on pourrait garder cette branche-là au cas où et continuer à travailler avec le main. Donc, cette branche-là ne sera plus touchée. On ne fera pas de développement, de nouveau développement à partir de cette branche-là. Comme je vous disais, à moins d'un cas de force majeure. Donc, cette branche-là peut être protégée, mise de côté pour dire, voici, si jamais on a à revenir en arrière et à redéposer la copie en production parce qu'il est arrivé quelque chose, ben c'est la copie qu'on a. Vous avez la branche de la fonctionnalité 3 là, qui est ajoutée au main qui pourrait être supprimée ou être gardée selon. Et on continue, on repart de la fonctionnalité 3, on fait une fonctionnalité 4 et on merge. Dans l'interface graphique de GitKraken, les branches et les merges sont présentés de cette façon-là. Donc, chaque petite ligne de couleur, c'est une branche. Alors, elles peuvent être développées en parallèle et chaque fois que vous avez une ligne horizontale comme ça, c'est qu'il y a eu un merge. Donc, on a pris une copie et on a jumelé avec soit le main ou avec une autre branche qui ont été mis ensemble. Comme je vous disais, en pleine production, ben vous travaillez sur une fonctionnalité, votre coéquipier travaille sur une autre fonctionnalité ou la même fonctionnalité, mais chacun un bout. Et là, vous mettez ça ensemble, ben vous pouvez merger vos branches, continuer à travailler et éventuellement, ça va être mergé sur le main. Alors, les branches, souvent, on va les supprimer
Et ça va être fait avec la demande de pull request. Alors, un pull, c'est envoyé sur le serveur. Request, c'est demande. Parce que la plupart du temps, c'est quelqu'un dans l'équipe, pas tout le monde, une ou deux personnes qui sont autorisées à accepter les demandes de pull request.